YouTube, l'une des plateformes de divertissement gratuites les plus utilisées, abrite une multitude de vidéos de théories du complot mises en ligne par des créateurs de contenu. Mais la plateforme elle-même a été la cible de ces mêmes vidéos, avec des scandales passés inaperçus, des récits manipulés et des représentations falsifiées qui dominent la scène. Numéro 10. À partir du moment où être créateur de contenu sur YouTube est devenu un véritable métier permettant de payer son loyer, certains YouTubeurs sont devenus sceptiques face à ce qui semblait être un déséquilibre des revenus entre les différentes niches. Certains croyaient que la plateforme rémunérait certains créateurs davantage que d'autres, même avec le même nombre de vues. Une vidéo de gaming générait quelques centaines de dollars, alors qu'une vidéo business ou finance avec autant de vues rapportait plusieurs milliers de dollars. Au début, les critiques jugeaient cette théorie exagérée ou comme une accusation injuste des créateurs. Mais plus tard, YouTube a semblé confirmer que c'était bien le cas, avec des analyses, des déclarations de créateurs et des annonceurs révélant que toutes les vues sur YouTube n'ont pas la même valeur monétaire. Derrière cette affirmation se trouve la notion de coût pour 1000, qui fait référence au montant que les annonceurs paient pour 1000 impressions publicitaires, et même à la valeur que les annonceurs accordent aux spectateurs. C'est à cause de cette révélation que divers créateurs de contenu ont également publié des listes des niches YouTube les plus rentables. Selon certaines études, tout ce qui concerne la finance et les affaires affiche généralement des CPM plus élevés. Les tests technologiques, les chaînes de cuisine et le gaming se situent dans la tranche haute des revenus. Les chaînes et vidéos de gaming, vlogging et musique sont moins bien payées. Les vidéos concernant la finance personnelle ou l'investissement affichent un CPM allant de 15 à 50 dollars, tandis qu'une vidéo de gaming, bien que très populaire, présente un CPM nettement inférieur, se situant dans la fourchette de 4 à 15 dollars. YouTube a confirmé que cette différence existe à travers la documentation sur la monétisation et les outils d'analyse. Il a également été suggéré que la raison de cette différence de revenus est que les annonceurs ne perdent pas pour ces vues. À la place, ils perdent pour accéder à des clients potentiels. Les spectateurs de vidéos sur les impôts, les prêts hypothécaires ou les services logiciels sont jugés comme des consommateurs de grande valeur. Ils sont plus susceptibles de dépenser de l'argent pour quelque chose comme des services financiers. À l'inverse, le public des vidéos de jeux vidéo et des sketchs comiques est souvent plus jeune ou cherche simplement à se divertir et peut ne pas avoir de pouvoir d'achat. Une discussion sur le subreddit d'un créateur a résumé cela en affirmant que les spectateurs intéressés par la finance sont une cible plus recherchée parce qu'ils sont associés à un pouvoir d'achat, ce qui explique pourquoi les vidéos sur les crypto-monnaies génèrent des revenus plus élevés pour les créateurs. YouTube ne cachait pas non plus ce processus. YouTube affiche ouvertement les indicateurs CPM et RPM dans la section YouTube Studio, permettant ainsi aux créateurs de comparer les revenus et les catégories. Il existe un schéma reconnaissable qui montre que les vidéos sur la crypto, les investissements et les affaires ont un CPM plus élevé que les contenus de réaction ou les vidéos de jeux vidéo. Les youtubeurs croyaient à tort qu'une vidéo virale rapportait plus d'argent, mais ce n'était pas le cas. En plus de cela, YouTube ne détermine pas quelle niche est la mieux rémunérée. Cela dépend en fin de compte des annonceurs et investisseurs. Quand la plateforme a confirmé l'écart de revenus, cela a déclenché un changement culturel. Les chaînes liées à la crypto, aux affaires et à la finance sont devenues nombreuses et toute l'ère des vlogueurs a commencé à décliner, tout comme les vidéos de bricolage et de farce. Les sujets attirant un public à faible pouvoir d'achat prospèrent toujours dans l'industrie. Ces chaînes continuent de générer des revenus, certes moindres, mais suffisants pour maintenir l'intérêt des créateurs. Les niches ne sont pas les seules à jouer un rôle majeur dans le CPM. Un autre facteur majeur dépend de la géographie de l'audience. YouTube suggère que les spectateurs et créateurs dans les pays plus riches, comme les États-Unis, le Canada et l'Australie, ont tendance à avoir un CPM plus élevé. Cette décision revient aux annonceurs qui ciblent les régions riches, car elles rassemblent des personnes au pouvoir d'achat élevé. Les créateurs attirant des spectateurs américains gagnent souvent plus que ceux qui attirent des publics issus de pays à plus faible revenu, même avec le même nombre de vues. Les audiences cibles constituent également une part importante du CPM. Les chaînes ciblant un jeune public génèrent moins de revenus car cette audience a un faible pouvoir d'achat, contrairement au contenu visant les adultes plus aisés. Et quand on parle du marché du jeu vidéo, il faut admettre qu'il y a énormément de créateurs spécialisés dans le jeu vidéo sur la plateforme. Ce marché est déjà saturé. Il y a plus d'offres que de demandes, donc les CPM baissent naturellement. Donc celui-ci, c'est moins une question de complot qu'un problème économique. Numéro 9.
DeFi Media, une grande entreprise numérique, opérait comme un créateur multiplateforme, agissant en tant que réseau multichaîne et studio de production. L'entreprise était derrière des chaînes YouTube très en vue comme Screen Junkies et Smosh. Le réseau multichaîne servait d'intermédiaire entre créateurs et YouTube. Il gérait, fournissait les ressources nécessaires, monétisait plusieurs chaînes et prélevait un pourcentage des revenus générés par la publicité. DeFi Media utilisait également YouTube comme moyen de distribuer son portefeuille de marques, y compris Addicting Games et Gamefront. Pendant l'apogée de l'ère des MCN, entre 2012 et 2016, l'entreprise a commencé à susciter certains soupçons. Des créateurs de renom affiliés à DeFi Media ont commencé à soupçonner que le réseau prenait un pourcentage de revenus plus élevé que ce qui avait été convenu au départ. Il n'a pas fallu longtemps à ces créateurs pour commencer à exprimer leurs inquiétudes lorsqu'ils se sont rendus compte que quelque chose ne collait pas. L'une des voix majeures, et parmi les premières à mettre en avant un problème, fut PewDiePie, qui aurait déclaré que les réseaux étaient gérés de façon lamentable. Il disait que les créateurs liés à DeFi Media perdaient de l'argent. Les allégations ont atteint leur paroxysme en mars 2018, lorsque l'entreprise a commencé à s'effondrer de façon inattendue, en commençant par un licenciement de 8% de ses effectifs. DeFi Media a quitté la publicité programmatique ainsi que le secteur de la licence et de la syndication de vidéos. Le directeur de Smosh, Joe Baratta, a aussi quitté l'entreprise. Et en juin, la raison de cet effondrement soudain a été révélée. PewDiePie et d'autres grands créateurs avaient raison. DeFi Media arnaquait ses partenaires en leur prenant beaucoup d'argent. Plusieurs éditeurs se sont manifestés en affirmant que l'entreprise ne les avait pas payés pour la publicité, dont l'un était Topix, qui a intenté un procès de 300 000 $. En novembre 2018, tous les actifs de DeFi ont été gelés par les créanciers, les dirigeants et les employés, pointant du doigt de mauvaises pratiques financières. Ces mauvaises pratiques ont culminé dans le scandale DeFi Media. En 2019, il a été révélé que l'entreprise avait absorbé des millions de revenus publicitaires AdSense, ainsi que des partenariats de marques. Mais ces fonds appartenaient directement aux créateurs. Le MCN servait d'intermédiaire, collectait les revenus YouTube et les reversait aux créateurs après avoir prélevé un pourcentage différent de celui annoncé initialement. En outre, la fermeture immédiate de l'entreprise et le gel des actifs ont empêché qu'ils reçoivent le reste de leur dû. Des youtubeurs ont été escroqués de des dizaines de milliers de dollars dans ce scandale. MatPat, un créateur, a affirmé que l'entreprise lui devait 1,7 million de dollars numéro 8. Parmi les influenceurs et youtubeurs les plus notables figure la personnalité médiatique américaine, chanteuse et actrice, Trisha Paytas, dont la carrière polyvalente sur YouTube est marquée par de nombreuses querelles et controverses. Le contenu YouTube de Trisha est vaste, couvrant plusieurs genres, notamment des vlogs, des mukbangs, de l'ASMR et bien plus encore. En combinant toutes ces chaînes, elle compte 7,2 millions d'abonnés et 1,2 milliard de vues. Elle a déménagé à Los Angeles au début des années 2000 pour poursuivre une carrière d'actrice. Elle a débuté comme mannequin de lingerie pour subvenir à ses besoins, puis a participé à plusieurs émissions de télévision. Elle a également tenté de battre le record de la personne qui parle le plus vite avec 710 mots en 54 secondes. En 2007, elle a commencé sa longue carrière sur YouTube. Au début, c'était une chaîne dédiée aux conseils mode et relations, où elle se montrait compétente et informée. Mais en 2013, le personnage de Trisha s'est fortement dégradé. Elle a commencé à faire des vidéos où elle se montrait ignorante et inexpérimentée, posant des questions comme « Les chiens ont-ils un cerveau ? Qui a inventé la gravité ? En avons-nous vraiment besoin ?» ainsi que les tristement célèbres « La Terre est-elle plate ? Et Hawaï fait-il partie de l'Amérique ?» Le public s'est aussitôt divisé. Certains pensaient que cette personnalité était authentique, d'autres trouvaient cette ignorance attachante. Mais des sceptiques ont examiné d'anciennes vidéos où Trisha paraissait plus intellectuelle et se sont demandé si cette nouvelle personnalité était authentique ou simplement une stratégie pour attirer plus de clics et de vues. Certains soutenaient la première option, d'autres la seconde, mais le débat fut bref. Trisha a reconnu lors d'une interview accordée à Business Insider qu'elle trollait pour avoir des vues. Selon ses propres mots, elle s'est volontairement fait passer pour moins intelligente, dans le but d'attirer davantage l'attention et par conséquent d'obtenir plus de clics sur ses vidéos. Trisha était, comme certains l'avaient un peu deviné, une troll calculée. Elle a reconnu publiquement que sa personnalité excentrique n'était qu'une mise en scène, influencée par la provocation volontaire d'Andy Kaufman, qui avait autrefois créé un chanteur volontairement sans talent nommé Tony Clifton. Et lisait parfois Gatsby le Magnifique à voix haute pendant ses spectacles au lieu de faire des blagues.
Ce comportement lui a assurément attiré un public plus large et plus d'attention. En manipulant la plateforme et provoquant le public, Trisha a gardé son nom sous les projecteurs en permanence. Sa prestation chaotique n'était qu'une formule calculée, et elle détient désormais le titre de plus grand troll de YouTube. Numéro 7. L'essor des réseaux sociaux a permis à des gens ordinaires de devenir des célébrités du jour au lendemain. Nulle part ce fait n'est plus visible que sur YouTube. Le terme moderne d'influenceur a permis à des personnes ordinaires de devenir en entrepreneurs à succès. En ligne, ils se présentent comme menant une vie glamour, assistant à Coachella, portant des vêtements de créateurs, partant en vacances coûteuses et menant un train de vie luxueux. Des millions de personnes dans le monde suivent ces performances, espérant s'inspirer pour atteindre le succès de leurs idoles. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'en coulisses règne un monde de mensonges. Pour la plupart des gens, la théorie selon laquelle les influenceurs simulent leur vie luxueuse est l'une des plus faciles à croire. Une bonne partie des utilisateurs des réseaux sociaux ont douté de l'authenticité des influenceurs qui se présentent comme étant au même niveau que les milliardaires, avec des jets privés, d'immenses maisons et des voitures de luxe. Les soupçons que tout n'était pas comme il semblait ont culminé en 2019 lorsqu'un célèbre YouTuber a révélé le monde des influenceurs et ses nombreuses falsifications. Ce YouTuber était Gaby Hanna, la chanteuse-compositrice et influenceuse américaine qui s'est fait connaître grâce à YouTube et Vine. Cette année-là, Gaby a publié plusieurs vidéos vlogs d'un week-end déchaîné qu'elle a passé à Coachella. Elle a présenté un festival opulent dans le désert, vêtue d'habits extravagants et de perruques excentriques. Avec une musique pop en fond sonore, Gaby a vraiment fait le show et les fans étaient en extase devant son voyage somptueux. Mais quelques jours plus tard, la façade s'est effondrée. Gaby a publié des vidéos de suivi dans lesquelles elle avertissait de ne pas croire tout ce qu'on voit en ligne. Les vidéos montraient comment l'influenceuse avait simulé sa participation au festival Coachella, étape par étape. Gaby, il s'est avéré, avait mis en scène toute l'histoire chez un ami à Marina del Rey. En modifiant des photos sur Photoshop, elle a fait croire qu'elle était au festival alors qu'elle était en réalité loin. Les tenues étaient fausses, les coiffures étaient fausses et tout le décor était un mensonge. Le reportage a confirmé les soupçons de ceux qui estiment que ces modes de vie sont mis en scène pour attirer des vues et relèvent de la fiction. Au fil des ans, de nombreux influenceurs ont dénoncé les vies prétentieuses montrées à l'écran, bien différentes de la réalité. Certains youtubeurs et stars des réseaux sociaux ont été exposés malgré eux pour avoir mené des vies factices, comme Carolina Calloway, Carla Bellucci, Tana Mongeau et Lil Tay. Les personnages fictifs sont créés non seulement pour attirer l'attention, mais aussi soutenus par de grandes entreprises où le troll et la mise en scène servent à attirer les consommateurs. Numéro 6. À partir de 2011, les créateurs et les spectateurs de YouTube ont commencé à remarquer un phénomène étrange. Envahissant la barre latérale des vidéos recommandées ou la vidéo immédiatement en dessous de celle en cours de visionnage, on retrouvait un type de contenu très spécifique. Cela est devenu connu sous le nom de phénomène des Reply Girls, caractérisé par un afflux soudain de réponses vidéo présentant des images suggestives ou des miniatures aguicheuses et des titres provocateurs. La curiosité incitait beaucoup de spectateurs à cliquer pour découvrir qu'il n'y avait pas grand-chose derrière ces images. Le public a alors accusé ces créateurs de tricher en détournant l'audience des grands YouTubeurs. Ils obtenaient plus de clics, ce qui signifiait plus d'argent à une époque où YouTube se basait sur le nombre de vues et non sur le temps de visionnage. Des spectateurs et d'autres créateurs ont commencé à diffuser la méfiance envers ces vidéos, soulignant qu'elles étaient faites pour exploiter l'algorithme et en tirer profit. Les vidéos derrière les miniatures étaient peu engageantes, avec des commentaires décousus, des discussions hors sujet et des réactions bâclées. Des youtubeurs populaires ont dénoncé que les Reply Girls profitèrent du système pour obtenir revenus publicitaires et attention. Ils suggéraient que leur travail acharné était exploité. YouTube a rapidement commencé à enquêter sur le phénomène, qui était devenu si répandu et avait suscité tant de critiques que le terme Reply Girl est devenu péjoratif. YouTube a découvert que les accusations selon lesquelles ces créateurs exploitèrent le système étaient tout à fait fondées. La stratégie fonctionnait. L'algorithme de YouTube récompensait davantage l'engagement et les clics que les vidéos réellement de qualité. Les Reply Girls attiraient des millions de vues avec des contenus racoleurs bricolés à la va-vite. La réponse de la plateforme a été de modifier le fonctionnement du système, en changeant l'algorithme pour qu'il se concentre davantage sur le temps de visionnage et la rétention des spectateurs plutôt que sur de simples clics.
Ce changement a marqué un tournant crucial pour YouTube dans son ensemble, les réponses vidéo ne bénéficiant plus du même pouvoir de promotion. Cela a incité les créateurs à produire des vidéos plus longues et engageantes au lieu de compter sur des miniatures trompeuses. La fonctionnalité de réponse vidéo a lentement disparu jusqu'à être complètement supprimée. L'ère de la Reply Girl s'est estompée aussi rapidement que la faille avait été découverte. Numéro 5. La communauté Internet connaît bien les spirales sans fin. Beaucoup ont connu ces nuits blanches où une vidéo en entraîne une autre, et bientôt les spectateurs tombent dans un puits sans fin où chaque vidéo suivante est plus extrême, plus bizarre et plus conspirationniste que la précédente. Ce ne sont pas seulement les contenus associés qui ont créé ce cycle menant les spectateurs toujours plus loin dans un vide numérique. Le système de recommandation de YouTube est une spirale sans fin à lui tout seul. L'intelligence artificielle de la plateforme, semble-t-il, est conçue pour maximiser l'engagement des utilisateurs. Et pour y parvenir, les spectateurs sont constamment orientés vers du contenu qui commence par une simple vidéo et finit par du contenu sensationnaliste. L'algorithme crée une boucle auto-renforçante en analysant les clics et le temps de visionnage pour promouvoir des versions de plus en plus intenses du même contenu. Le cercle vicieux du système de recommandation pousse certains à croire à un complot selon lequel l'algorithme promeut activement du contenu radicalisé. Des études ont montré que, même si YouTube ne promeut pas ce type de contenu, il amplifie les préférences existantes pour le sensationnalisme, renforçant ainsi des récits déjà présents mais de manière nettement plus extrême. L'IA de la plateforme analyse l'engagement que certaines vidéos suscitent auprès des utilisateurs. Elle exploite ensuite ces données, valorise le contenu émotionnel et entraîne les spectateurs dans une boucle de rétroaction similaire. Essentiellement, l'algorithme crée des chambres d'écho en recommandant du contenu extrême qui a commencé par une simple vidéo. Les spectateurs ont constaté l'effet domino après avoir vu une ou deux vidéos similaires. Une étude menée en 2022 a déterminé que l'algorithme de recommandation de la plateforme pousse les utilisateurs vers un contenu idéologique de plus en plus restreint. Les chercheurs ont montré que les terriers de lapins sont réels. Un utilisateur commence à explorer YouTube dans un environnement informatif, mais finit par se retrouver dans un espace de plus en plus idéologique et extrême. La même étude a aussi analysé l'idée que YouTube influence les biais politiques et attire de nombreux utilisateurs vers des contenus de droite. Les résultats ont montré que les dérives du système de recommandation guidaient en moyenne les spectateurs vers la droite politique. Dans un contexte politique tendu, les utilisateurs peuvent regarder quelques vidéos sur l'élection présidentielle et finir par accéder à des contenus soutenant le suprémacisme et niant des événements catastrophiques réels. Dans un contexte neutre, un utilisateur peut commencer par une vidéo de jogging classique et finir par regarder un ultramarathon. La réponse de YouTube au phénomène de l'effet boule de neige de son système de recommandation est qu'il vise à réduire la recommandation de contenus nuisibles ou de tout ce qui pourrait être considéré comme de la désinformation. Les études et les recherches approfondies sur la théorie selon laquelle YouTube oriente les utilisateurs vers certains contenus et les entraîne dans des spirales vers des contenus extrêmes prouvent que la plateforme conduit effectivement à des recommandations de vidéos à contenu extrême. Cela vise surtout les spectateurs de droite. Elle enferme aussi les spectateurs dans des bulles idéologiques, même pour des contenus non politiques, ce qui peut être dangereux pour les jeunes qui commencent avec une simple vidéo tutoriel sur Minecraft. Numéro 4. La série Counter-Strike, l'un des jeux de tir à la première personne les plus populaires, est disponible sur plusieurs plateformes. Plusieurs volets de la série de jeux ont été créés et publiés. L'un de ces volets, au centre d'un grand scandale, était CSGO, ou Counter-Strike Global Offensive. Le jeu a été publié en août 2011, développé par Valve et Hidden Path Entertainment. Le jeu apportait des changements appréciés, comme la suppression de l'achat de munitions. Le jeu proposait cependant aussi une fonctionnalité plutôt suspecte, les paris de skins. La scène des paris de skins permettait aux joueurs de déposer des skins virtuels via Steam sur des sites web, échangeant ceux-ci contre des crédits pour jouer à des jeux comme Crash, Roulette ou Duel d'ouverture de caisse. Valve a précisé qu'il s'agissait de systèmes d'obtention d'objets cosmétiques, mais la communauté les voyait comme des jeux d'argent à cause de leur valeur réelle. Cette fonctionnalité comportait un risque d'arnaque et d'addiction car elle n'était pas bien régulée. Plus de la moitié des joueurs de CSGO étaient mineurs, désormais exposés à des transactions lucratives. Malgré cela, la fonctionnalité de jeu d'argent a persisté, et les créateurs YouTube et influenceurs y ont vu une opportunité d'attirer l'attention.
D'importantes stars des réseaux sociaux publient des vidéos montrant leurs gros gains aux jeux d'argent, feignant la surprise et faisant la promotion de sites de jeux. Bien sûr, de nombreux spectateurs se retrouvaient eux aussi sur ces sites, où ils misaient avec des skins en jeu ayant une valeur en argent réel. Parmi les grands youtubeurs qui ont fait la promotion des jeux d'argent figuraient Trevor Martin, connu sous le nom de T. Martin, et Thomas Castle, appelé Syndicate. Le duo a publié ses propres vidéos de jeux d'argent sur CSGO, où il remportait constamment d'importants gains sur un site appelé CSGO Lotto. Les rares sceptiques face à cette pratique doutaient des intentions des créateurs. Les vidéos ne semblaient tout simplement pas authentiques. En 2016, plusieurs années après le début de l'affaire, des transactions lucratives ont attiré l'attention des autorités, qui ont lancé une enquête sur la fonctionnalité de jeu. Cette année-là, on a découvert que Martin et Cassel utilisaient en fait leur propre site web. CSGO Lotto était secrètement détenu par le duo, qui n'a pas divulgué cela aux spectateurs et utilisateurs. Les vidéos où ils semblaient gagner de l'argent sur le site étaient scénarisées, attirant des spectateurs qui misaient ensuite réellement sur cette plateforme de jeu non réglementée, visant aussi de jeunes fans, parfois mineurs. Le scandale a provoqué une controverse généralisée concernant l'éthique et la légalité de la fonctionnalité de jeu d'argent du jeu, ce qui a finalement conduit à des sanctions de la FTC. Le scandale CSGO Lotto a obligé YouTube à instaurer de nouvelles règles pour les créateurs de contenu concernant la transparence des contenus sponsorisés. Valve a aussi pris des mesures contre les sites de jeux d'argent frauduleux. Même ainsi, les sites tiers restent actifs et répandus en 2026. CSGO, désormais connu sous le nom de CS2, voit encore des joueurs s'aventurer sur ces sites pour déposer des skins et jouer à des jeux de casino avec de l'argent réel. Numéro 3. Au début de l'essor de YouTube et des plateformes de médias sociaux similaires auprès du grand public, quelques utilisateurs ont souligné l'impact potentiel que ces secteurs en ligne pourraient avoir par rapport à la vision d'ensemble des choses. L'ère de l'information signifiait que tout était à portée de main des consommateurs. Certains pensaient que cela pouvait être risqué. Cette inquiétude est devenue le discours classique des parents anti-technologie, affirmant l'influence excessive d'Internet. Ceux qui voyaient pas les plateformes comme YouTube pour ce qu'elles étaient vraiment ont observé la société adopter des tendances nées sur Internet. Cela a débuté par des styles vestimentaires, maquillage et coiffure. Les théoriciens ont noté que les réseaux sociaux influençaient la politique et les croyances, et beaucoup mettaient en garde. Les avertissements ont été rejetés comme de l'alarmisme et de la propagande de la peur. On les a qualifiés de fous et de complotistes opposés au changement. Les années ont passé, les influenceurs se sont multipliés et leur influence a perduré. Les spectateurs perdaient le contrôle tandis que les consommateurs absorbaient sans cesse les informations fournies par la figure de proue des réseaux sociaux, YouTube. Selon des études récentes, il s'est avéré que l'alarmisme n'était pas du tout sans fondement. Grâce à des études comportementales et à des recherches sociales, il a été déterminé que YouTube, qui dépasse l'impact social des médias traditionnels, joue un rôle majeur dans l'influence sociale. Le contenu de la plateforme influence fortement l'opinion publique, les comportements et la santé mentale. YouTube, selon ces études, agit comme un agent de changement social d'une puissance inattendue qui a façonné la culture des jeunes et même modifié le comportement des consommateurs, principalement grâce aux influenceurs. Bien qu'il héberge du contenu éducatif, YouTube est aussi un vecteur de désinformation nuisible. Avant la création de cette plateforme de médias sociaux, la télévision, les journaux et la radio détenaient le monopole de l'opinion publique. Aujourd'hui, c'est YouTube qui a pris le relais. La plateforme est devenue la principale influence politique, permettant à chacun muni d'une caméra et d'une voix d'influencer des récits auparavant dictés par des orateurs publics ou des présentateurs télé. L'accès facile, combiné aux algorithmes et aux récits au service d'intérêts idéologiques, a débouché sur une arme potentiellement dangereuse. Le contenu est adapté et diffusé à des groupes ciblés pour renforcer son influence. Les républicains voient des vidéos pro-républicains, les démocrates des vidéos pro-démocrates, chacune discréditant l'autre et accentuant l'aversion envers le camp opposé. Selon les données de 2026, 44% des membres de la génération Z interrogés au sujet d'un changement politique ont déclaré avoir été le plus influencés par les réseaux sociaux. Ils ont dit que YouTube influençait surtout leurs opinions politiques. La plateforme a également joué un rôle crucial, de grands influenceurs l'utilisant comme moyen d'influencer les électeurs. L'influence sociale de YouTube est directement liée à la théorie de l'influence sociale, qui explique comment les pensées, les sentiments et les comportements d'une personne changent en fonction des interactions qu'elle a avec les autres,
des choses qu'elle voit en ligne et de la tendance à suivre la foule. Numéro 2. Les caméras cachées et expériences sociales dominaient les tendances à l'époque où YouTube régnait. Avec l'arrivée d'Instagram et de TikTok, le même contenu s'est retrouvé sur d'autres pages de tendance. Le système de caméra cachée est apparu sur YouTube. Entre 2013 et 2018, la plateforme était dans l'époque des canulars, une période marquée par des expériences sociales choquantes, des actes extrêmes, des séquences qui font sursauter et des farces intenses. À cette époque, l'algorithme récompensait l'engagement fort, le contenu choc et les créateurs qui repoussaient des limites. Les petites farces ont dégénéré en actes extrêmes avec des séquences qui font sursauter, puis en fausses attaques à main armée et menaces d'engins explosifs. Des influenceurs ont simulé des violences domestiques en public, suscitant des réactions extrêmes. Le scénario d'expérience sociale servait aussi de bouclier, permettant aux créateurs d'exploiter une faille qui leur permettait de justifier le harcèlement d'inconnus tout en prétendant tester la nature humaine ou sensibiliser le public. Parfois, ces actes extrêmes provoquaient un tollé public et, dans certains cas, des arrestations pour de faux braquages ou des poursuites pour avoir donné des Oreos fourrés au dentifrice à un sans-abri. YouTube était alors chaotique, suscitant une inquiétude croissante pour la sécurité et le bien-être de ceux qui réalisaient ces actes et farces. Cependant, dans de nombreux cas, les participants étaient bien conscients de la situation et savaient qu'il y avait la prétendue caméra cachée. Les cyniques affirmaient que ces vidéos étaient mises en scène pour attirer des vues, jugeant les réactions trop théâtrales et les situations trop extravagantes pour être crédibles. Il s'est avéré que ce scepticisme n'était pas déplacé. En 2016, le masque a commencé à tomber, de nombreux youtubeurs ayant été démasqués pour avoir truqué leur contenu. Des influenceurs ont aussi reconnu avoir simulé des réactions. Des grandes chaînes qui utilisaient le genre des canulars, comme FuzzyTube, ont ouvertement avoué que beaucoup des moments viraux et intenses qu'ils montraient étaient scénarisés. Ils ont aussi utilisé des acteurs rémunérés dans leurs vidéos de canulars, même pour l'expérience sociale raciste. Les canulars controversés de Sam Pepper, comme les vidéos avec une fausse main, se sont également avérés être truqués. Il a admis que les vidéos étaient montées pour attirer des vues et de l'engagement. Il a déclaré que le contenu était trop incroyable pour être vrai, et que si ces vidéos étaient authentiques, il aurait fini en prison. Le test d'honnêteté avec un aveugle d'Adrian G aurait également été mis en scène. La vidéo virale de John Palerland datant de 2014, intitulée « Comment un sans-abri dépense-t-il 100 $, s'est également avérée être mise en scène et manipulée. Plusieurs autres youtubeurs ont critiqué de grands créateurs sur leur propre chaîne à propos des expériences sociales, les qualifiant de fausses et stupides. Ces youtubeurs ont dénoncé les mensonges des influenceurs et leur exploitation du public, y compris des sans-abri, à des fins financières. Numéro 1. C'était en juillet 2016 lorsqu'une des plus grandes théories du complot sur YouTube a éclaté, provoquant une panique généralisée et un mouvement d'une telle ampleur qu'il a infiltré plusieurs autres réseaux sociaux, dont Instagram, Twitter et Facebook. Au centre de cette affaire se trouvait une jeune vidéaste britannique, Marina Joyce, une personnalité de l'Internet spécialisée dans la beauté, qui s'est fait connaître grâce à sa chaîne YouTube consacrée à la mode et aux tutoriels de maquillage. Mais Marina allait vraiment devenir tristement célèbre en 2016 à travers l'un des plus grands événements liés à YouTube, qui a provoqué une panique majeure sur l'ensemble d'Internet et a nécessité l'intervention de la police. Cet été-là, les fans ont commencé à s'inquiéter du comportement soudainement erratique de Marina. Sa personnalité excentrique avait cédé à des regards fixes, presque catatoniques, sans cligner des yeux. Elle lançait des regards inquiets, hors caméra, et semblait parfois avoir des bleus. Ce qui a surtout convaincu ses fans, c'est l'audio chuchoté « Aide-moi » entendu en arrière-plan. Les spectateurs ont interprété tout cela comme signifiant que Marina Joyce était en grand danger. Internet a vu chaque geste ordinaire comme signe d'un problème, et rapidement Marina est devenue la cible de théories du complot. Les fans ont lancé des théories du complot sur ce qui arrivait à l'influenceuse adorée. Le thème principal présent dans les théories était qu'elle était retenue en otage. Certains pensaient qu'elle subissait des violences conjugales, d'autres soupçonnaient qu'elle était otage de Daesh. Il était largement admis qu'elle était forcée de réaliser ces vidéos gênantes sur YouTube. Et bientôt, la panique a grandi et s'est manifestée par son propre hashtag #SaveMarinaJoyce. La peur a culminé avec l'intervention de la police d'Enfield pour vérifier qu'elle allait bien. Arrivés chez la youtubeuse, ils ont trouvé Marina vivante et en bonne santé. La visite a convaincu l'influenceuse de enfin faire une vidéo pour répondre aux rumeurs qui circulaient en ligne.
Elle et sa mère ont assuré aux fans qu'elle n'était pas retenue en otage. Les ecchymoses venaient, selon elle, de chutes lors de randonnées en forêt. Le dead-moi chuchoté venait de sa mère qui donnait des instructions hors caméra, disant « Tiens-toi comme moi ». Cela dit, le sentiment général que quelque chose n'allait pas chez Marina n'était pas déplacé. Les spectateurs ont sûrement remarqué le changement soudain de l'image de la star. Des années plus tard, les soupçons ont été confirmés quand Marina a révélé ses problèmes de santé mentale. Au lieu d'être victime d'un vaste complot, cependant, la youtubeuse a tiré pas mal de profit du fait d'être au centre d'une affaire d'enlèvement et de prise d'otages inventée. La semaine où les rumeurs ont commencé, Marina a vu son nombre d'abonnés passer de 600 000 à 1,7 million à la fin de celle-ci. Son audience avait également augmenté pour atteindre 22,8 millions de vues. Le mouvement Save Marina Joyce était loin d'être fini. La panique a refait surface en 2018 quand Marina Joyce, 22 ans, a mystérieusement disparu, relançant les théories d'enlèvement. Mais elle a été retrouvée saine et sauve 10 jours plus tard, sans aucune explication sur les circonstances entourant sa disparition soudaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.